Aujourd'hui, l'IA se répand partout. Elle accélère nos tâches, nous rend meilleurs, améliore notre efficacité, fait preuve de créativité. Depuis le début, j'ai refusé de considérer l'IA comme un simple outil. Vous me demanderez pourquoi, et moi je vous répondrai que l'IA c'est bien plus qu'un simple outil. Elle est bien plus complexe et ambiguë qu'un simple marteau ou même un ordinateur. L'IA transforme notre rapport avec le monde, le travail, la connaissance. Elle est puissante mais aussi tout imprévisible. C'est pourquoi il est très important, et même essentiel, de la comprendre et de la maîtriser pour atténuer les conséquences inattendues qu'elle peut générer. En nous rendant plus rapides et plus accessibles, elle pousse les prix vers le bas. Elle modifie les dynamiques économiques. Les enjeux majeurs n'est pas seulement à l'adoption, mais aussi à l'utilisation. C'est pourquoi dans cette masterclass de 6 épisodes, je vous apprendrai à contrôler l'IA, à poser les limites, à savoir comment elle résonne, à structurer des données. Personnellement, j'ai commencé à utiliser l'IA il y a 8 ans. Ces 3 dernières années, je les ai passées à travailler conjointement avec l'IA. Et depuis un peu plus d'un an, je travaille exclusivement avec l'IA puisque j'en développe une. En tant que cofondateur d'Aurea, une IA agentique, mon objectif est d'explorer les capacités avancées des nouveaux modèles d'intelligence artificielle et de repousser les limites avec l'interaction humaine. Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi parle-t-on autant de prompt lorsque nous parlons d'IA? Le terme prompt, aujourd'hui, est un peu galvaudé. On entend toujours parler de ça pour une seule et unique bonne raison. Nous ne connaissons pas les frontières de l'intelligence artificielle et nous la maîtrisons mal. Nous avons du mal à la définir, en somme. Donc quand on entend parler de prompt, on entend parler d'IA, parce que au final, c'est plus ou moins le seul mot que nous arrivons à matérialiser. Vous savez, j'ai une analogie que j'aime bien. C'est comme si au final, on se retrouvait face à une nouvelle espèce animale qui comprendrait tout de nous, qui comprendrait notre langage, mais nous n'arrivons même pas à la décrire. Vous voyez, c'est un peu ce rapport-là qu'on a aujourd'hui avec les intelligences artificielles et surtout les LLM. Et si vous posez la question de ce que c'est un LLM, on en parlera juste après. Mais avant ça, je pense qu'une brève histoire de l'intelligence artificielle s'impose. C'est une bonne façon de reprendre les bases et de comprendre qu'aujourd'hui, les IA sont dans notre société depuis bien plus longtemps que vous l'imaginez. Vous allez voir, vous allez être surpris. Au final, tout remonte à 1936 avec le calculateur universel d'Alan Turing. Mais en même temps, est-ce qu'on appelle ça une IA? Pas encore. Le terme IA arrive en 1956 avec la conférence de Dortmund qui marque la naissance du domaine. En 1956, au final, c'est la présentation d'un premier modèle qui s'appelle General Problem Solver. C'est simplement un robot, on va dire ça comme ça, un ordinateur qui est capable de compléter des puzzles automatiquement, indépendamment. Mais entre les années 50 et 70, on voit le début du développement des réseaux de neurones. Et c'est un mouvement qui est porté par des connexionnistes, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais en même temps, pour l'instant, ils sont quand même assez oppressés par une autre approche, les approches symboliques. En 72, par exemple, on a un autre système qui arrive, conçu pour aider à la prescription d'antibiotiques. Mais en même temps, est-ce que c'est une prescription indépendante? Est-ce que l'intelligence est vraiment portée à ce stade comme on la connaît aujourd'hui? Non. C'est simplement une accumulation de règles qui est prédictée par l'homme avec des then, else et if. Donc tout le monde connaît ça. Un petit peu plus tard, en 80, c'est une avancée majeure pour les réseaux neuronaux avec les connexionnistes. Parce que les réseaux neuronaux maintenant sont multicouches. On en parlera aussi un peu plus tard dans les épisodes futurs. Qui posent les bases de la reconnaissance vocale. Avec Siri par exemple. C'est en 80 qu'on se dit que potentiellement, un jour, nous pourrions avoir une assistante vocale comme Siri, Alexa ou même Google Home. En 2000, c'est l'essor du machine learning, favorisé évidemment par une avancée statistique, les algorithmes de recommandation, il y a les progrès matériels aussi qui favorisent tout ça avec les GPU, les big data évidemment. En 2010, on passe un step au-dessus, on arrive dans le deep learning, avec les réseaux convolutionnels aussi. Là, les réseaux convolutionnels, c'est quand même une avancée majeure qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette ère présente. Mais de quelle ère présente je parle? Je parle de l'émergence des réseaux NLP. Le NLP, c'est simplement le modèle le plus sophistiqué de LLM qui arrive donc grâce, en 2017-2018, à l'apparition des réseaux Transformers, qui est l'architecture qui aujourd'hui est centrale dans tous les domaines. Elle permet par exemple la génération d'images avec DALL-E, de textes avec GPT, BART même, et bien plus encore. Et on verra tout ce qu'elle permet de faire, c'est assez bluffant. Chaque innovation, vous le savez, dans l'histoire de l'humanité, a conduit à d'autres avancées. L'IA suit le même schéma. Ici, on peut parler d'une invention radicale.
qui vient vraiment en rupture de tout ce qui a pu être fait auparavant. On n'est pas plus du tout dans l'incrémental, même si on va essayer de développer cette approche-là avec le fine-tuning par exemple, donc l'adaptation d'un modèle déjà existant pour répondre à nos besoins futurs. Ça, c'est du fine-tuning, donc on arrive sur une innovation incrémentale, c'est-à-dire qu'on ajoute des nouvelles composantes à l'innovation qui existe déjà. Mais l'intelligence artificielle comme ChatGPT et les modèles BART sont davantage des innovations radicales de rupture qui n'existaient pas avant et qui viennent proposer une nouvelle voie. Et chaque innovation vient avec son lot d'innovations conjointes. Donc là, aujourd'hui, on arrive dans une véritable révolution de la manière de penser et d'interagir, voire même d'innover. Donc il est très important de comprendre les fondements de cette nouvelle société et de tout ce que cela implique. Alors voilà, je vais vous expliquer pourquoi l'IA est vraiment différente de l'humain et en quoi l'intelligence artificielle n'est pas l'intelligence humaine. Pourquoi il serait même favorable de travailler avec elle. Prenons un exemple, un humain qui lirait de sa naissance à son décès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on pourrait déjà considérer que c'est un surhumain, lirait dans toute sa vie, dans toute son existence, 8 milliards de lignes en tout. À titre de comparaison, et là c'est là où c'est assez bluffant, une intelligence artificielle peut lire jusqu'à 8 000 milliards de livres par mois d'entraînement. Ça, c'est totalement bluffant. Mais maintenant, on aurait peut-être besoin d'aller encore un peu plus loin pour savoir comment est-ce que cela fonctionne. Alors voilà, parlons de l'embedding par exemple. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ce que fait, du moins sur l'IA qui est la plus préhensible, donc les ChatGPT par exemple, pour ne pas les citer, ChatGPT, ou même Copilot par exemple. Sur quoi est-ce qu'ils sont fondés? Donc on va voir l'embedding. L'embedding, c'est simplement une façon de détecter et de convertir certains éléments du monde réel en numérique. Mais là, on va se concentrer vraiment sur le world embedding. Le world embedding, c'est simplement et grossièrement une façon de classifier des termes en fonction de leur nature, de leur origine, en fonction de clusters. C'est-à-dire que les mots qui peuvent avoir la même intention, la même signification, qui sont plus ou moins de la même famille, les synonymes par exemple, vont être regroupés dans un espace vectoriel à 4 dimensions. Alors là, on n'est que sur du 2 dimensions. Mais voilà, donc c'est une classification quand même assez complexe, difficile à représenter pour nous humains, une dimension, enfin un espace à 4 dimensions. Mais voilà, à l'intérieur, ça va être un grand nuage de points où chacun sera reconnecté entre eux en fonction de leur sens et de leur signification. Pour aller plus loin, l'embedding, en fait, il permet, comme j'ai dit tout à l'heure, 2017-2018, l'émergence des réseaux et de l'architecture transformer. Au final, les transformers reposent en partie sur des avancées technologiques induites par l'embedding. Les transformers, c'est ce qui permet d'avoir davantage de sens dans les mots, dans des phrases, de comprendre les intentions, les émotions, par exemple. Parce que là, on ne va pas chercher à classifier un mot après l'autre, mais plutôt une structure dans son ensemble, qu'on va tokeniser, on parlera de ça après, pour essayer de davantage mieux la comprendre, savoir ce qu'il retourne de ça. Très vulgairement, voilà. Donc vous comprendrez, avec les transformers et les embeddings, il est très important toujours d'avoir les mots justes. Parce que des fois, pour nous, on peut employer des mots qui semblent proches, mais qui ne le sont pas tant que ça, et qui peuvent être ambigus, créer de l'ambiguïté, de l'incertitude dans l'interprétation de l'intelligence artificielle, sur votre prompt par exemple. Maintenant, parlons du RAG. Le RAG, c'est quelque chose qui est aussi très essentiel. C'est la façon de générer une base de données, ou plutôt d'utiliser une base de données, pardon. Donc pour vous dire, je prends mes notes, RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire qu'au final, on va simplement fournir à l'IA une base documentaire importante. On parle de plusieurs milliers de lignes, centaines de milliers de lignes de base de données. Et à chaque fois que nous lui posons une question, elle va aller piocher dans cette base de données uniquement. Elle ne va pas faire preuve de créativité. On parle de la créativité d'ailleurs dans le 3e épisode. On peut la stimuler aussi consciemment avec des modèles LLM par exemple. Donc le RAG, c'est simplement une façon de consulter la base de données de manière intelligente, de faire remonter les informations et de trier. C'est presque un moteur de recherche via intelligence artificielle, donc c'est bien plus augmenté. Et donc ça réduit la capacité à l'IA de deviner ou même d'inventer par exemple. Et ça permet aussi d'avoir des sources fiables, évidemment. D'ailleurs, on peut prendre un exemple, parce que bien que ChatGPT ne soit pas un RAG, avec une architecture RAG uniquement, nous avons quand même la possibilité de faire appel à ce raisonnement-là. Bon, bien sûr, regardez, je vous le souligne en bas de l'écran,
ChatGPT peut faire des erreurs, donc vérifier à chaque fois, même l'intelligence artificielle vous le dit, il faut faire attention. Donc si on décide de lui poser une question, quelle qu'elle soit, par exemple, est-ce que tu as des recommandations de livres ou de podcasts que tu as aimés récemment, ou même, par exemple, je lui demander une recette de cuisine. Et là, elle me cite une recette de cuisine, comme ça on pourrait se dire qu'évidemment, elle n'a pas pu l'inventer, et donc elle l'a trouvée sur Internet. Mais quand on va un peu plus loin, et qu'on lui demande d'où vient la recette, si il faut citer les sources par exemple, et ben là on se rend compte que c'est elle qui a adapté la recette en fonction de plusieurs sources. Enfin, il n'y a pas de source spécifique, mais voilà, on imagine qu'elle a nourri un raisonnement, quel qu'il soit, pour pouvoir faire cette recommandation-là. Donc là, évidemment, on comprend que ChatGPT est capable de faire preuve d'invention, d'imagination. Donc il faut contrôler cet espace-là. C'est pourquoi on va adresser une nouvelle requête en demandant des conseils et des sources, le terme est important, pour améliorer ma productivité. Et là, elle va simplement hiérarchiser des informations qu'elle a trouvées sur le web grâce à sa base de données et nous citer les sources. Le livre, par exemple, Essentialism, qui est juste en dessous. Et en plus, on a un lien pour vérifier. On peut fact-checker à chaque fois chaque information qu'elle va donner. Donc, il est très important à chaque fois de bien cadrer ces questions et de toujours demander des sources si on veut vérifier des informations, si on n'est pas sur quelque chose de créatif, par exemple. C'est essentiel. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, on peut en venir enfin au LLM, et même plus particulièrement au NLP. Le LLM, au final, c'est, de manière générale, c'est les IA qui savent parler notre langage. Et le NLP, c'est un traitement du langage naturel qui est l'évolution, le modèle le plus avancé pour le LLM, pour pouvoir interagir avec des modèles IA. Par exemple, Siri en fait partie. Et regardez, on va prendre un exemple, ce sera encore plus simple pour parler de ça. Voilà, si vous parlez avec Siri, vous envoyez une question qui va faire preuve d'embedding, par exemple, en partie, c'est la première étape. Et donc la réponse va être décodée pour vous être retournée. Parce que si vous avez bien suivi, quand on envoie un message, il va être encodé, puis décodé justement pour qu'il puisse être transcrit dans notre langage. C'est le processus de décodage. Mais si on va plus en détail, voilà ce qui se passe. Alors hop, on va envoyer notre requête de manière vocale. Donc on va avoir un ASR, donc Automatic Speech, c'est dur à dire, Speech Recognition, qui va être du coup tokenisé. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne prend pas au mot, mais on prend au token, donc au poids d'une requête. Donc on va découper par poids équivalent. On va faire un embedding pour réussir à classifier, redétecter les termes et les classifier dans les bonnes zones et dans le bon espace vectoriel, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. C'est là la classification NLP. On va essayer de comprendre la requête et d'y adresser une réponse. Et donc à ce moment-là, la réponse est générée, elle va être décodée pour nous être retournée. Mais vu qu'on est dans le cadre d'une assistante vocale, ça ne va pas être seulement un message. On va avoir besoin de voix, donc on passe par le processus text-to-speech. Voilà, et enfin, on peut recevoir et écouter la réponse que Siri va nous faire. Mais maintenant, on peut aller encore un peu plus loin. Vous le verrez d'ailleurs dans les prochains épisodes, qu'on peut essayer de se connecter à des API pour faire en sorte que l'IA ne soit pas qu'une interface comme on peut avoir avec ChatGPT, une console où on écrit des questions et voilà, on lit les réponses. On peut même avoir et solliciter des IA qui sont relativement simples à manier comme ChatGPT avec des prompts, avec des GPTs même, grâce à son API avec des interfaces qui sont beaucoup plus sobres et qui sont en fait qui tournent en arrière-plan pour effectuer des tâches, pour nous commenter des posts LinkedIn par exemple, même écrire automatiquement les posts LinkedIn. Je parle de ça parce que c'est l'exemple qui va être le plus marquant et dont je vais prendre exemple et appui pour les prochains épisodes. Notamment le deuxième, vous allez voir ça, c'est sur la gestion de la base de données et comment on peut réussir à optimiser une bonne base de données pour faire des bons prompts pour LinkedIn. Mais si on essaye encore de pousser un petit peu plus notre raisonnement, hop, regardez ça, on va essayer de se poser une question. Pourquoi l'IA est dans toutes les bouches ? On comprend que l'IA aujourd'hui est quelque chose de central dans notre société. On comprend le potentiel énorme. On voit de plus en plus de personnes dire que bientôt, les entreprises pourront générer des millions, si ce n'est des milliards, grâce à l'intelligence artificielle, avec des entreprises qui seront 100% pilotées par l'IA, qui sait. Je profite pour faire une petite parenthèse. Vous voyez au début que les premières IA datent des années 50, 53, 36, avec le calculateur de Turing. Bon, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Je peux même vous rediriger vers un article de ma newsletter où je parlais de ça justement avec le training à haute fréquence. Ce sont des réseaux d'IA qui tournent derrière pour essayer de gagner de l'argent. Donc, effectivement, des entreprises peuvent être pilotées, ou du moins de l'argent en flux conséquent peut être généré grâce à l'incrémentation de processus IA.
Maintenant, il reste à savoir si l'IA peut avoir d'autres opportunités sur le bien-être, par exemple. Et c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et d'ailleurs, ces questions-là, eh ben, c'est des questions qui sont d'ordre éthique, de manière globale. C'est des problématiques, des risques éthiques. Et dans les risques éthiques, on va avoir ce côté de respect de la vie privée, mais aussi sur la fiabilité des moteurs IA. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde peut l'utiliser. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle tant. C'est à la portée de tous. Il suffit d'envoyer une requête avec son iPad, son iPhone, son ordinateur, peu importe, pour pouvoir avoir une réponse et utiliser ces moteurs-là. Donc la puissance est maintenant rendue possible et accessible à toutes les strates. Voilà, donc on va essayer de voir comment on peut en fait réussir à appréhender les biais algorithmiques dans un premier parti, parce que c'est le premier risque, savoir s'il peut y avoir de la discrimination ou non. Et évidemment que l'IA peut être biaisée. C'est très bête, mais si vous voulez faire preuve d'invention avec votre chat GPT, regardez bien. Chat GPT utilise et stocke en tout cas toutes vos données, tous vos derniers échanges. À moins que vous ayez fait l'action de les supprimer. Mais vos échanges passés permettent de nourrir sa connaissance de vous. Donc à chaque fois que vous allez demander de faire preuve de créativité, il va essayer de faire preuve de créativité dans un axe qui vous intéresse le plus, un axe qui vous est plus propre, un style de rédaction qui vous correspond plus, qui est plus proche du vôtre, etc. Donc en fonction de ça, si à des moments vous avez omis certains espaces, certains axes de réflexion, il sera toujours orienté dans la même direction. Donc au plus le temps passe, au plus ChatGPT sera en incapacité, dans une certaine mesure, à vous ouvrir de nouvelles portes de réflexion. Votre esprit sera donc de plus en plus restreint. Ça reste un peu complexe et un peu embêtant quand on veut essayer de brainstormer et d'être créatif avec des IA qui, normalement, avec les processus qu'on a vus, pourraient être créatifs et stimuler notre créativité. Mais au-delà de ça, évidemment, il peut y avoir des critères de discrimination. Pour l'embauche, si on crée une intelligence artificielle qui cherche à embaucher, comment être certain qu'il n'y a pas de discrimination sur le sexe, par exemple, pour l'embauche? Voilà, donc tout ça, il y a plusieurs processus de contrôle qui peuvent être mis en place. On y reviendra dans le 3e épisode de la masterclass. Mais c'est très important d'avoir conscience de ça pour que nous aussi, en utilisant simplement ChatGPT, nous contrôlons le plus possible nos inputs, donc les messages qu'on envoie, pour qu'ils soient le moins ambigus, le plus clair possible, pour éviter toute apparition de biais dans les réponses qu'on peut avoir. Mais aussi à la transparence, avec nos jeux de données. Qui possède nos données? À quoi servent-elles, par exemple? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de construire une intelligence artificielle qui ne va pas exploiter nos données, ou pour lesquelles nos données vont être protégées? Mais il y a des questions aussi qui peuvent être d'ordre environnemental. Voilà, donc tout ça, ce sont des questions que nous allons traiter au fur et à mesure de ces masterclass. Il y a 6 masterclass, un épisode tous les vendredis à 18h. Mais en même temps, si vous voulez aller un peu plus loin, je ne peux que vous inviter avec ces 2 liens, ces 2 QR codes, à ma newsletter qui est juste de ce côté-là, non, voilà, de ce côté-ci. Et si vous décidez d'aller encore plus loin et d'incrémenter l'IA dans chacun de vos process, je vous promets de vous faire gagner jusqu'à 20% de votre temps de travail quotidien en incrémentant l'IA dans chacun de vos process. Alors pour ça, rien de plus simple que d'aller sur ce QR code-là, hop, là, ici, et de réserver un coaching avec moi. Voilà, on se dit à très vite.